Bonsoir à tous, merci à tous d'être là. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Flavien Chervet, je suis un des cofondateurs de l'association et vice-président de l'association. Donc à ce titre-là, vraiment, tout comme Amélie, je suis très heureux de voir qu'on a fait carton plein ce soir et j'espère que la soirée va vous plaire. Et à côté de ça, mes activités professionnelles, c'est d'avoir fondé une société qui s'appelle Exoflow, dont l'objectif est de transformer le travail. Et aujourd'hui, on le fait en mettant en place des programmes d'intrapreneuriat dans les entreprises, parce qu'on pense que l'intrapreneuriat est une modalité du travail de demain. En tout cas, cette activité et cette conviction que j'ai qu'il faut transformer le travail, je la vis aussi à travers l'intelligence artificielle, aussi à travers mes activités associatives. Et donc ce soir, en discutant avec les autres membres de l'association, avant ce soir, en discutant avec les autres membres de l'association, on a trouvé que ça pourrait être intéressant de se poser de la question un petit peu de l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail. L'idée, c'était de trouver une thématique un peu chapeau, un peu globale, qui permette à la fois d'avoir un talk comme le mien, vous allez voir, moi je me donne un peu comme objectif, dès que je donne un talk sur l'IA, de dire des trucs qu'on n'entend pas dans les autres événements. Je ne suis pas un technicien, donc je ne viens pas avoir un speech technique, mais je ne viens pas non plus apporter un speech business sur l'IA, donc j'essaye d'apporter un regard un peu différent, un regard un peu sociétal pour vous donner des pistes pour interpréter ce qui se passe au niveau de l'IA. Et puis ça permettait en même temps d'avoir un speech plus technique ou business, je ne sais pas encore ce qu'ils nous ont concocté, en tout cas un speech sur vraiment une technologie d'IA qui marche aujourd'hui et elle vous sera présentée dans le deuxième talk. Donc allons-y, j'espère que vous avez eu un lundi un peu reposant parce qu'entre mon talk et celui d'après, vous allez en prendre plein le crâne, je crois. Alors, on entend parfois que c'est la fin du travail, qu'on va avoir du revenu universel, que les machines vont tout produire, etc. Vous avez sûrement déjà entendu ça, ça pose des bonnes questions, mais ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. On est plutôt face à une transition du travail. En effet, il y a plein de tâches qui sont automatisées par les intelligences artificielles et d'autres technologies, et il y a une question de transition. Cette transition, elle est représentée par ces chiffres. Le premier, 66%, c'est le MIT, donc je leur laisse toute la légitimité de produire ce chiffre. L'idée, c'est de dire que justement 70% des tâches qu'on fait aujourd'hui dans notre travail pourraient être remplacées par des IA. 2 tiers des tâches qu'on fait aujourd'hui pourraient être remplacées par des IA, aujourd'hui. Donc c'est un chiffre énorme et ça montre la puissance que ces technologies ont. Bien sûr, elles ne sont pas déployées à cette échelle. Ensuite, ça c'est un petit chiffre sur l'emploi aux États-Unis. Donc ici, 7,5 millions, c'est le nombre d'emplois supprimés depuis 5 ans, dont 50% pour la classe moyenne. Et ça, c'est le nombre d'emplois créés, 3,5 millions, dont 2% pour la classe moyenne. Ce qui fait que la classe moyenne a perdu 3 millions d'emplois et ne s'en est vu créer que 70 000. Donc vous faites la différence, c'est ce qu'on appelle l'innovation gap, le fossé que produit l'innovation technologique dans l'emploi. Et on en a connu d'autres dans l'histoire, mais aujourd'hui on en connaît un qui est nouveau parce qu'il touche les classes moyennes. Donc on ne sait pas trop comment l'aborder. Alors ça c'est le problème, on va dire, structurel, ou l'aspect, on va dire, économique. Il y a des nouveautés qui arrivent dans un monde économique et ça produit ce genre de chiffres. Mais il y a aussi un aspect très humain qui est ce chiffre. Ce chiffre, il est assez alarmant. C'est le sondage Gallup de 2017 qui dit que 91% des Français ne sont pas engagés dans leur travail, dont 26% qui sont activement désengagés. Donc ils luttent chaque jour pour mal faire leur travail. Bref, on perd pas mal d'énergie. En tout cas, c'est un chiffre qui est alarmant, mais en fait, moi je le trouve plutôt heureux vis-à-vis de la transition du travail qu'on connaît, parce que ça montre que le travail qu'on propose aujourd'hui aux humains, il ne plaît plus aux humains. Donc au lieu d'essayer de sauver ce travail-là en évitant de l'automatiser, moi je pense qu'il faut accepter d'en automatiser une partie, par contre il faut inventer des nouveaux jobs, et on va essayer, à la fin de mon speech va servir à essayer d'inventer des nouvelles façons de s'organiser et des nouvelles façons de travailler pour l'humain. Et vous verrez, elles ne dépendent même pas du digital. Finalement, elles sont amenées par le digital, mais ce n'est pas des métiers digitaux dont je vais vous parler. Parce que bon, c'est facile de dire qu'il y a des métiers digitaux qui arrivent, mais ce n'est pas pour tout le monde dans la population. Donc il faut trouver aussi d'autres nouveaux métiers. Et je vous laisse juste lire cette citation avant de rentrer dans le vif du sujet. Un futurologue américain que j'aime beaucoup et qui pense qu'au XXe siècle, on a inventé tellement de technologies que ça a un peu dépassé l'humain et qu'au XXIe siècle, ça va être l'humain qui va évoluer pour rattraper un petit peu toutes les révolutions qui ont été produites par ces technologies. Et finalement, c'est aussi ce que je vais essayer de vous montrer à travers des révolutions qu'on appelle des révolutions informationnelles. Et on va se demander comment les révolutions qu'on connaît vont transformer l'humain. Alors, vous connaissez le concept de révolution industrielle. Moi, je vous propose celui de révolution informationnelle.
qui sont finalement plus profondes pour l'être humain. Pour l'économie, pas forcément, mais pour l'être humain, elles sont plus profondes. Bon, une révolution industrielle, vous avez vu ça à l'école ou dans les apéros de Lyon Is Economy, je sais pas. Il y a une nouvelle source d'énergie et un nouveau moyen de transport qui viennent impacter les modes de production. Bon, ok, c'est Rifkin qui dit ça, pour n'en citer qu'un. Les révolutions informationnelles, c'est un nouvel outil de traitement de l'information qui vient transformer d'une part la cognition, parce que nous sommes, en tant qu'êtres humains, des machines à traiter de l'information, et donc quand on a des nouvelles façons dans notre environnement de traiter de l'information, ça vient transformer notre façon de traiter cette information. Et des révolutions, des transformations dans les modes d'organisation, puisqu'une organisation à plus grande échelle, c'est aussi une machine à traiter de l'information, et dans une organisation, on a besoin d'échanger de l'information, de la faire passer, etc., et de la traiter. Donc quand on a des nouveaux moyens de traiter de l'information, ça transforme les modes d'organisation. Alors, ce qu'on va voir, c'est aussi comment on peut penser la révolution du travail à travers ces révolutions informationnelles. Parce que dire qu'il y a une révolution du travail, c'est une chose, mais quand on peut lui donner un ancrage un peu plus global, ça permet de trouver des solutions. Donc, on va aussi inscrire cette révolution du travail dans une vision un peu historique pour comprendre comment on en arrive là à travers l'histoire de l'information. Et on va commencer à la première des grandes révolutions informationnelles de l'humanité. C'est la naissance de la conscience. Ça va, jusque-là, je ne vous choque pas trop. Il y a quand même un truc informationnel un peu spécifique qui se passe quand l'humain commence à avoir une conscience. Alors, je vais parler un petit peu philo sur cette slide, hein. Je mélange un peu les genres comme ça, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être transdisciplinaire face à l'IA. On dit en philo que la conscience, c'est une sorte de réflexivité. C'est l'information qui se voit elle-même. En effet, on est capable de s'auto-penser. On a une conscience de nous-mêmes. Okay ? Donc on parle de réflexivité de l'information. Et à travers cette réflexivité de l'information, en étant capable de se penser elle-même, l'information, elle va acquérir une nouvelle compétence de cognition, qui est l'intention. On va être capable de se dire, quand on a une conscience, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? De quoi j'ai l'intention tout simplement. Et donc, on sort du mode naturel de l'information, qui est un mode totalement automatique. Je vais vous donner une métaphore, c'est la fourmilière. Dans une fourmilière, vous avez des fourmis, quand elles trouvent de la nourriture, elles n'ont pas le choix, elles déposent une phéromone. Et comme ça, toutes les autres fourmis sont au courant. Et quand elles trouvent une phéromone qui leur dit d'aller nourrir la reine, elles n'ont pas le choix, elles y vont. La communication est directement indexée sur les faits. C'est calqué. On ne peut pas mentir. Ce qu'apporte la conscience, c'est la capacité de mentir, en fait. C'est la capacité de dire ce qui n'est pas. C'est la capacité de décaler le message par rapport à la réalité. Et en fait, cette révolution, elle nous a permis de nous libérer, de nous individualiser, donc elle est belle au niveau de l'humanité, mais ça a été une catastrophe en termes d'efficience organisationnelle. Une fourmilière, c'est d'une fluidité absolue en termes d'organisation. L'information est disponible partout, tout le temps, par tout le monde, et il n'y a pas besoin de pouvoir, parce que l'information, elle enclenche directement des actions. Donc on n'a pas besoin d'obliger les gens, on n'a pas besoin d'avoir du pouvoir hiérarchique, on n'a pas besoin de centraliser l'information, on n'a pas besoin de la garantir, etc. C'est très fluide, c'est presque évident. On est plus proche de cellules dans un organisme que d'individus qui essayent de s'organiser ensemble. À partir du moment où on a une conscience et donc une intention, on peut moduler l'information, on peut tromper, on peut mentir, on n'a pas à se faire confiance par défaut. Et c'est le cas dans notre monde, on ne va pas faire confiance à quelqu'un quand on lui donne les clés de notre maison pour qu'il nous donne une valise d'argent en face, on va demander à un notaire de valider que cette transaction va bien se passer. Bref, la conscience, ça nous a libérés, en termes d'individualité c'est une chose magnifique, mais en termes d'organisation, ça a été une catastrophe, et toute l'histoire finalement de l'information qu'on va voir ensuite, c'est une espèce de quête pour retrouver cette efficience organisationnelle qu'on a perdue, sans perdre notre individualité, sans redevenir des fourmis, en gros. Bon, je dis ça, mais c'est pas négatif le fait qu'on ait inventé par exemple le pouvoir ou la centralisation, on en avait besoin. Ça a été très important pour créer des organisations, entre êtres conscients, on en avait besoin. Mais je vais essayer de vous montrer qu'aujourd'hui, on a des éléments, des révolutions informationnelles qui nous permettent de penser les choses autrement. Alors, on remonte encore un peu le temps, enfin, on avance un peu dans le temps, pardon, je passe très vite. Deuxième grande révolution informationnelle, évidemment, l'écriture. Là, au lieu, c'est pas une révolution qui est négative, on rentre dans cette quête de créer les conditions d'une organisation qui fonctionne mieux, et là, on va essayer d'externaliser la mémoire pour la rendre
beaucoup plus, on va dire, rigide. Elle tient dans le temps. Au lieu de s'effacer comme dans nos petites mémoires humaines, quand on écrit les choses, les paroles s'envolent, les écrits restent, la mémoire dure. Et donc on peut s'organiser sur plusieurs générations et monter des grands projets. Et c'est pas pour rien que des civilisations comme la civilisation égyptienne ont émergé de l'invention de l'écriture. Créer une pyramide, ça demande plusieurs générations de pharaons, et si on n'a pas l'écriture, on n'arrivera jamais à s'organiser pour monter une pyramide. Donc, on a une prise de conscience du temps long, et on va externaliser la mémoire à travers l'écriture, et ça va nous permettre de nous organiser à beaucoup plus grande échelle. Donc déjà ça a été une belle révolution pour l'organisation. Si vous connaissez un peu Frédéric Laloux, un spécialiste des organisations, il vous dit que c'est le moment où on va inventer les process. On va externaliser dans l'organisation, dans le système organisationnel, le savoir-faire des gens, pour que ça ne dépende plus des individus, mais que ça dépende du système, et que de génération en génération, ça puisse continuer à marcher. Alors moi j'aime bien aussi imaginer que c'est un peu pour ça que les Égyptiens ont inventé le concept d'immortalité, ou en tout cas l'ont mis en œuvre. Vous savez que les pyramides c'était des tombeaux pour rendre des pharaons immortels, et ils avaient tout ce culte de l'immortalité. Quand on commence à prendre conscience du temps long, certes on a envie de laisser sa marque à travers des grands projets, mais on a aussi très peur de la mort. Et donc les Égyptiens inventent l'immortalité avec le succès qu'on connaît aujourd'hui dans le transhumanisme qui devrait se réclamer de l'Égypte. Troisième grande révolution informationnelle, on arrive bientôt à des révolutions modernes promis, c'est l'imprimerie. Alors l'imprimerie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va externaliser la légitimité. En fait, c'est une conséquence de l'imprimerie. Mais l'imprimerie, jusqu'à l'imprimerie, on avait un peu cette conviction que quelque chose de vrai, ça l'était quand la tradition considérait que c'était vrai, ou les anciens. La légitimité, on la mettait chez les anciens. Je vous donne une anecdote. Jusqu'à à peu près le XVe siècle, on a considéré que les femmes avaient plus de dents que les hommes. Pourquoi? Parce que 2000 ans avant, Aristote l'avait dit. Et pendant 2000 ans, on a cru Aristote. Parce qu'Aristote, il avait raison. Et puis je vais vous dire après la fin de cette histoire, quand je vous aurai expliqué la suite de cette révolution. Donc c'est une époque où on peut avoir plein de vérités parallèles, c'est pas grave, chaque petite communauté peut avoir sa vérité parallèle en fonction de ses ancêtres, en fonction de sa tradition, etc. Avec l'imprimerie, la connaissance, elle va se diffuser très largement. En se diffusant très largement, on va devoir se mettre d'accord. On va se rendre compte qu'on ne peut pas avoir trois vérités qui se contredisent, et on va essayer d'externaliser un critère de vérité, un critère de légitimité de la vérité, et on va inventer la science. C'est la naissance de l'esprit scientifique à travers l'expérimentation. On va se dire, c'est dans la nature qu'on va trouver la vérité. Et donc, il n'y a même pas un siècle de décalage entre l'invention de l'imprimerie et la révolution de l'esprit scientifique, et les Lumières avec tout l'esprit critique qui est lié à la connaissance, etc. En tout cas, c'est le moment où on va découvrir cette objectivité. Juste après la révolution scientifique, c'est le moment où on a su que Aristote avait tort, et comment on a fait? On a compté. On a mis 2000 ans à compter. C'est pour vous montrer que c'est des vraies révolutions cognitives. Pendant 2000 ans, ça n'était pas entré dans la tête de quelqu'un qu'on pourrait vérifier. C'était vrai, point barre, parce qu'Aristote l'avait dit. Et c'est une vraie révolution cognitive, parce qu'après, on pense plus pareil. Pour que quelque chose soit vrai, il faut qu'on le vérifie. Et donc les révolutions organisationnelles, là, ça s'étend sur plusieurs siècles en tout, mais ce qui en a découlé de cet esprit scientifique, et donc qui vient de l'apparition de l'imprimerie, c'est l'organisation scientifique du travail, Taylor, etc. Je pense que vous avez entendu un petit peu ces notions qui sont encore très présentes aujourd'hui dans notre société. On voit l'entreprise ou l'organisation comme une belle machine bien huilée, qu'il faut bien optimiser comme il faut, en réfléchissant de façon bien rationnelle et en optimisant tout. Ah, on y arrive, à l'ère moderne. Alors celle-ci, c'est une révolution informationnelle un peu bizarre. En fait, c'est la révolution informationnelle universelle. Le grand changement au moment de l'informatique, on l'entend dans le mot informatique, c'est qu'on prend conscience de ce qu'est l'information. C'est inventé avec la théorie de l'information en sciences, et c'est le moment où on va vraiment définir ce mot information. Et ça va nous permettre de créer les ordinateurs. En tout cas, l'informatique et la compréhension de l'information ont avancé ensemble. Donc c'est une révolution un peu universelle, et en fait, pour moi, elle est aussi importante que l'apparition de la conscience. C'est le moment où l'humanité, et on n'a pas du tout encore subi toutes les conséquences de cette révolution-là, c'est le moment où l'humanité crée l'outil pour ensuite pouvoir externaliser tout ce qu'il veut en termes d'information. C'est comme si on avait un outil universel pour fabriquer des choses.
Là, ça n'existe pas, hein, la matière ne fonctionne pas de la même façon que l'information. Mais en termes d'information, on a un outil universel pour calculer n'importe quoi. On dit que les ordinateurs sont Turing complets, c'est-à-dire qu'ils peuvent calculer tout ce qui est calculable. Donc on peut traiter tout type d'information dessus et de n'importe quelle façon. Donc la révolution cognitive qui est associée à ce nouvel outil, c'est surtout la prise de conscience de l'univers informationnel. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Teilhard de Chardin, qui était en même temps un scientifique et un théologue, qui parle de la noosphère, la sphère informationnelle, dans laquelle on est baigné. Avec les objets connectés, on le saura encore plus bientôt. Et la révolution organisationnelle, c'est le début de l'automatisation des tâches, et des tâches qui sont un peu plus cognitives que ce qu'on automatisait avant avec des machines, des leviers, des roues dentées, etc. Alors, bon, vous savez, l'informatique tire une grappe de mini-révolutions informationnelles, le smartphone, les objets connectés, etc. Mais il y en a quand même une qui a été produite par l'informatique, qui est pour moi la première des grandes révolutions informationnelles qui transforme le travail, et c'est évidemment la révolution Internet. C'est pas juste parce que Internet, c'est parce qu'avec Internet, on a compris ce qu'était un réseau. On s'est rendu compte qu'un réseau, c'était puissant, c'était efficient. Avant ça, tout ce que l'humanité avait produit en termes de réseau ou de décentralisation dans les organisations, c'était le capitalisme. Le capitalisme, c'est un phénomène économique décentralisé. Et plus on est libéral, plus on veut que ça soit décentralisé. Moins on veut qu'il y ait l'État qui centralise, etc. Mais le capitalisme, ça a un certain nombre d'effets pervers, même si c'est très efficient. On n'avait pas le même enthousiasme, ou tout le monde n'avait pas le même enthousiasme, c'était pas aussi clair que c'était quelque chose de très efficient. L'arrivée d'Internet, on est tous face au fait. Internet, ça marche super bien. Et c'est le fait que ça soit un réseau décentralisé qui fait que ça marche super bien. Donc on va prendre conscience de l'efficience des réseaux de la décentralisation. À tel point que ça va devenir un espèce de mème culturel. Il y a un très speaker que j'adore qui s'appelle Manuel Lima, qui est designer de l'information. Je vous invite à aller voir ses TEDx, notamment celui qu'il a fait sur les réseaux. Et il montre tout le champ culturel que l'apparition des réseaux a ouvert. Et c'est vrai que visuellement, un réseau, ça a un attrait. Il y a quelque chose qui marche bien. C'est beau. Il y a un mouvement artistique qui s'appelle le networkisme qui s'est créé là-dessus, qui développe des œuvres à partir de l'esthétique des réseaux. Donc vous pouvez aller voir, moi j'adore. Et cette révolution, là aussi je vais vous donner une anecdote, qui la traduit bien. En anatomie, jusqu'environ dans les années 60, on pensait qu'il n'y avait qu'un seul cerveau. On pensait que l'humain avait un cerveau. Et pourtant, on voit des traités d'anatomie du 19e siècle, ils savaient qu'il y avait un cerveau ici, un cerveau dans l'estomac et un cerveau dans le cœur. Donc il y avait 3 cerveaux. Ils l'avaient vu, mais c'était jamais rentré dans l'esprit de la communauté scientifique. Pourquoi? Parce que ça marchait pas avec les conceptions qu'on avait à l'époque. On avait besoin d'avoir une conception de l'humain centralisée en termes de contrôle du corps. Et donc, il a fallu attendre l'arrivée d'Internet, et c'est au même moment qu'on a accepté et qu'on a redécouvert le fait qu'en fait on avait 3 cerveaux et que l'intelligence humaine, elle aussi, elle était décentralisée. Et qu'on pouvait avoir un contrôle décentralisé. Donc c'est vraiment un moment important dans l'histoire de l'humanité, je pense. Et puis au niveau organisationnel, on a des organisations collaboratives et décentralisées qui sont apparues comme Wikipédia, avec toute la pertinence qu'on connaît, mais qui pour l'instant, puisque c'est la première brique des 3 que je vais vous montrer pour repenser le travail et les organisations, pour l'instant ça marche que pour un type d'organisation, celles qui sont, disons, à but soit humanitaire, soit qui ont où on peut faire travailler des bénévoles, on va dire, un peu comme Wikipédia, quoi. Où il y a un but sociétal plus évident que pour une entreprise qui, parfois, veut simplement gagner de l'argent. Donc, ça ne marche pas encore pour tout type d'organisation, mais on a déjà la capacité, avec le réseau, de s'organiser différemment. Alors, avec la notion de réseau, on va découvrir, et la notion de décentralisation, on va découvrir quand même 2 freins. Le premier, c'est la complexité. Un réseau, et ça se voit juste dans la façon que ça a de se présenter, c'est très complexe. C'est pas du tout comme un organigramme bien joli qu'on est capable de décrire et qu'on est capable de comprendre quand on est un être humain parce que c'est linéaire. Là, c'est non linéaire, tout est parallèle. Il se passe des choses entre tous les acteurs à tout moment. Il se passe des choses entre tous les acteurs et l'extérieur à tout moment. Tout le monde est résilient avec l'extérieur. Bref, c'est complètement illisible pour une conscience linéaire comme celle de l'humain. Donc, pour traiter l'information d'un réseau, pour gérer un réseau, pour organiser un réseau, c'est une tâche extrêmement complexe. Et la deuxième chose, c'est que par définition, un réseau, c'est évolutif. Ça bouge, ça se réorganise, ça s'adapte. Un réseau, c'est fait pour s'adapter et être évolutif.
Et ça aussi, dans les paradigmes qu'on avait avant des organisations, avec ces organisations très machines, où on essaye de les décrire pour que, avec toujours les mêmes inputs, elles fassent toujours les mêmes outputs et que ça soit des belles machines bien huilées qui ne bougent pas, c'est très difficile à penser quelque chose qui est organisé mais de façon évolutive, qui change tout le temps. Enfin, il faut toujours repenser l'organisation. Donc il y a vraiment une limite, et qui a déjà essayé de penser Internet, on ne peut pas penser à un réseau, c'est trop vaste. Heureusement, on a l'intelligence artificielle. Et pour moi, l'intelligence artificielle, c'est la grande révolution, et peut-être que ça peut vous étonner, c'est pas forcément ce qu'on entend en effet aujourd'hui dans les révolutions de l'intelligence artificielle, mais pour moi, c'est la capacité qu'elle a à rendre lisibles les réseaux. C'est un peu, si on parle d'Internet, la bibliothécaire d'Internet. Quand on a un espèce de maelstrom d'informations beaucoup trop complexe et qui évolue, avoir des algorithmes qui sont capables, d'une part, eux aussi d'évoluer, parce que la définition de l'intelligence artificielle moderne, c'est quand même que c'est des algorithmes qui apprennent, donc en apprenant, ils se réorganisent et ils sont dynamiques, tout comme le réseau, donc ils peuvent évoluer avec le réseau, en tout cas ils le pourront de plus en plus en fonction des développements qu'on a de l'IA. Et deuxièmement, ils sont capables de traiter la complexité sans que nous on ait à mettre cette complexité dans l'algorithme. On dit que c'est des algorithmes actifs. On va coder quelque chose qui en fait est relativement simple, je dis bien relativement simple, et comme ça va apprendre sur des masses de données énormes, ça va atteindre un niveau de complexité et une capacité à traiter de l'information à un niveau de complexité que l'humain n'aurait jamais pu ni coder ni atteindre. Et on le sait aujourd'hui, le deep learning traite de l'information à un niveau d'abstraction bien plus haut que ce qu'un humain peut faire, et peut traiter des masses de données bien plus grandes. Très différemment, hein, mais bien plus grandes. Donc on a à la fois des algorithmes qui sont très cohérents avec le fait d'avoir des réseaux qui sont évolutifs, et à la fois qui nous permettent de résoudre le problème de quelque chose de trop complexe. Donc moi je vois vraiment l'IA comme un peu le gestionnaire des organisations de demain, qui va rendre lisibles des organisations décentralisées. Et au niveau organisationnel, ça, à mon avis, et alors là je commence à être un peu prospectif, c'est pas des choses qui sont déjà arrivées, on est en plein dans le début de la révolution informationnelle, donc la révolution cognitive qui va en découler et la révolution organisationnelle qui va en découler, elles sont devant nous. Je fais de la prospective, c'est pas une vérité absolue évidemment, mais on peut penser que les organisations vont elles aussi devenir un peu adaptatives, apprenantes, évolutives, grâce à ces systèmes intelligents qui vont leur rendre lisible par exemple leur écosystème, pour qu'elles s'adaptent plus rapidement à leur écosystème. On entend de plus en plus dans les organisations le concept d'organisation apprenante, donc je trouve ça heureux, et surtout c'est des choses qui existent déjà. Un Google ou les autres GAFA, ils passent leur temps à réinventer leurs produits et à réadapter leurs produits en fonction des données des utilisateurs. Ce sont déjà des entreprises apprenantes adaptatives. Elles fonctionnent déjà un peu comme des réseaux, et grâce aux réseaux. On le sait, Facebook réinvente son interface tous les 3 jours, il y a des tests qui sont faits constamment, et ça leur permet d'améliorer et de s'adapter aux changements aussi des besoins de consommation, des besoins en réseaux sociaux de la population. On peut aussi penser par exemple à l'industrie 4.0. L'idée c'est de connecter directement le système industriel avec les clients pour que les clients puissent demander au système industriel un produit sur mesure et qu'on puisse en industrie faire du sur mesure de masse. Que le système de production se réadapte constamment, en ajoutant un peu d'impression 3D, ce genre de choses, se réadapte constamment, se réinvente constamment en fonction des besoins extérieurs. Donc on a déjà ce concept d'ouverture et d'organisation apprenante qui commence à arriver, et pour moi l'IA ça va devenir aussi autant cette interface avec l'écosystème que ce gestionnaire d'une organisation qui évolue et qui est complexe. On a une première IA qui est au board de Deep Knowledge Venture, qui est un fonds d'investissement dans les nouvelles technologies et qui participe à la prise de décision d'investissement. Donc on commence aussi à avoir, bon ça fait hurler les médias, une IA patron, etc. C'est pas tout à fait la question. Heureusement que les patrons vont avoir des IA pour comprendre leur propre organisation. Sinon ça va faire du mal à tout le monde. Et enfin, j'ai oublié la révolution cognitive. La révolution cognitive qui en découle et qui en découlera, alors ça je le défends dans d'autres conférences, c'est l'idée que, en effet, l'intelligence artificielle vient nous challenger sur un certain nombre des domaines qu'on croyait être spécifiquement humains, la rationalité, la capacité à se spécialiser pour être très performant dans une tâche intellectuelle. Oui, l'IA le fait déjà mieux que nous sur certaines tâches et elle va sûrement de mieux en mieux le faire. Et donc ça va nous pousser, pour moi,
à évoluer en tant qu'être humain, à réinventer ce qu'on croit être notre intelligence et à considérer que l'intelligence rationnelle, qu'on considère comme étant un peu le nec plus ultra de l'intelligence aujourd'hui, n'est pas nécessairement le nec plus ultra de l'intelligence humaine. Et que peut-être il y a d'autres façons d'être intelligent. Alors, on peut parler de l'intelligence relationnelle, on entend de plus en plus parler, qui est une intelligence, a priori, on ne voit pas trop comment l'IA, dans un avenir proche, pourrait la remplacer. On peut aussi parler de curiosité, de créativité, ce genre de choses, même si est-ce que l'IA peut être créative, c'est aussi une vraie question. Mais en tout cas, il y a d'autres façons de concevoir l'intelligence humaine. On en reparlera à la fin. Et enfin, la troisième des révolutions informationnelles, là on a le concept de réseau qui nous permet de comprendre l'efficience de s'organiser de façon décentralisée. On a la puissance de calcul et de complexité pour gérer ce type d'organisation. Il ne manque plus qu'une chose, c'est en effet ce que je disais depuis le tout début de ce talk, une capacité à se faire confiance dans une organisation décentralisée sans avoir un pouvoir central, sans avoir quelqu'un qui décide, et à prendre des décisions ensemble. Et là, bon, je vous le donne entre mille, il y a une technologie qui est en train d'arriver, qui s'appelle la blockchain, et vous en avez sûrement déjà entendu parler. Pour faire très simple, la blockchain, c'est une technologie de stockage de données, système d'information comme on veut, qui est à la fois inaliénable, cryptée et transparente. Alors, il y a plein d'autres caractéristiques qui la rendent très spécifique, mais l'idée, c'est que on peut stocker dedans des transactions, par exemple une transaction je vends ma maison et tu me donnes de l'argent, on peut la stocker dedans, et au lieu d'avoir un notaire qui est là pour garantir que quand j'ai donné ma maison, il va bien me donner l'argent, on a une blockchain qui automatise le fait que dès que ma maison est transmise, l'argent est transmis sur mon compte. Et donc ça permet d'automatiser la confiance, on dit souvent ça, et d'éviter de vivre dans un monde de bisounours ou dans une organisation décentralisée de milliers de personnes. C'est totalement logique que les gens ne se fassent pas confiance entre eux ou ne soient pas en phase. Et là, on va avoir un système qui va permettre, en externalisant la confiance dans le système, de pouvoir se faire confiance sans se faire confiance. Donc c'est très important. La révolution cognitive qui va en découler, à mon avis, c'est la transition de la notion de pouvoir à la notion de réputation. Si le pouvoir qui doit, pour fonctionner, être centralisé, ne marche plus dans ces organisations, il faut réinventer quelque chose, un autre concept, qui permettra, on l'espère, de prendre des décisions ensemble et de ne pas être dans le consensus mou où on fait la moyenne des votes de tout le monde. Ça ne marche pas du tout. On a de plus en plus de systèmes de blockchain qui fonctionnent avec ce qu'on appelle un token de réputation. Donc c'est un principe de dire on va quantifier la réputation de chaque personne en fonction de son apport dans le projet, dans l'organisation. Si j'apporte beaucoup de temps ou beaucoup de ressources dans l'organisation, je vais avoir beaucoup de réputation. Et donc, quand les décisions vont devoir être prises, mon avis va peser plus que celui des autres. On va quantifier la réputation des gens et ça va permettre de prendre des décisions ensemble tout en poussant les gens qui apportent le plus au réseau à apporter le plus dans les décisions. Ce qui a une certaine logique. Après, on peut indexer cette réputation sur ce qu'on veut, mais l'idée c'est ça. Et donc, on sort du côté binaire du pouvoir, où soit j'ai plus de pouvoir et je te dis quoi faire, soit j'en ai moins et tu me dis quoi faire. Là, c'est tout le monde a un peu de pouvoir, on est dans une notion un petit peu plus continue, et c'est aussi très dynamique, parce que ces tokens de réputation, ils s'échangent constamment, et donc, du jour au lendemain, on peut avoir d'autres personnes qui prennent les décisions dans une organisation. Alors après, on peut mettre des règles d'organisation, on peut automatiser des règles qui permettent à ce qu'il y ait une continuité dans la gouvernance à peu près propre, mais en tout cas, on a beaucoup plus de souplesse sur la façon de mettre le pouvoir dans la main de tout le monde dans l'organisation. Et donc, avec cette troisième révolution informationnelle, l'externalisation de la confiance, je pense qu'on a les trois briques pour vraiment s'organiser de façon décentralisée sans intérêt commun. Même sans intérêt commun. Bref, j'en ai presque fini avec la partie organisation, et après on ira sur vraiment le travail et qu'est-ce que ça implique beaucoup plus concrètement. Mais pour finir, petit rappel, on a à mon avis organisé l'efficience de la décentralisation, l'intelligence artificielle pour gérer ce type d'organisation et les rendre lisibles, et la blockchain pour pouvoir s'organiser comme ça, même quand on n'a pas d'intérêt commun, et d'être capable d'évoluer par rapport à la notion de pouvoir et de contrôle. Alors, on peut aussi imaginer que dans ce type d'organisation, on n'est plus trop notre place, que les choses aillent super vite, que tout soit automatisé, etc. Et donc c'est là où il faut repenser l'humain, ce que j'avais commencé à évoquer tout à l'heure et ce que je vais plus vous décrire ici, pour être capable d'imaginer des nouvelles compétences, des nouveaux jobs qui peuvent fonctionner dans ces organisations, et donc un travail de demain. Alors,
dans d'autres conférences, moi je parle d'humanisme ouvert, hein, vous l'aurez compris, j'aime bien la philosophie, ou d'éco-humain, mais très rapidement, l'idée c'est de dire que pour vivre dans ces organisations et pour vivre dans un monde où il y a l'intelligence artificielle qui nous challenge, il faut réinventer l'humain. Au lieu de penser l'humain comme un individu individualisé, voire individualiste dans notre société, il faut trouver les moyens pour l'humain de se définir et se réaliser à travers le collectif. Et c'est des choses qui arrivent. Ça va permettre l'efficience de la décentralisation, mais ça va aussi permettre de travailler de façon décentralisée en se réalisant. Aujourd'hui, on a une transformation des valeurs très forte. On a de moins en moins de gens qui trouvent du sens dans leur vie, en tout cas dans nos sociétés occidentales, hein, je ne préjuge pas de ce qui se passe dans l'ensemble du monde, mais on a de moins en moins de gens qui trouvent du sens dans leur vie grâce à la religion ou la famille, des valeurs qui étaient très fortes dans le siècle dernier et avant, et de plus en plus de gens qui trouvent du sens à travers les communautés dans lesquelles ils vivent. Des communautés qui peuvent être des communautés professionnelles. On sait à quel point l'image de marque c'est devenu important, à quel point les gens sont fiers de travailler chez Google. On voit que les gens se définissent, se réalisent à travers ce genre d'identité. Les communautés d'intérêt, comme celle qui nous réunit ce soir, à mon avis c'est pas pour rien que Meetup existe, c'est arriver avec ce besoin de créer des communautés pour trouver du sens. Meetup, hein, vous connaissez cette plateforme pour justement créer des communautés d'intérêt et se rencontrer. Ou alors même des groupes sociaux, je sais pas, les hipsters, etc. Et donc, je pense que demain, on définira plus notre identité à travers un espèce de zone de recouvrement de différentes communautés auxquelles on appartient, cette zone de recouvrement nous étant unique, plutôt que autour de simplement un job, un métier. Et donc, notre identité aussi sera décentralisée. Et la deuxième chose, c'est, je crois qu'il faut repenser la notion d'intelligence humaine, non pas autour de la rationalité, mais autour de la créativité ou de la curiosité, qui sont les deux faces d'une même pièce pour moi, parce que c'est des notions qui permettent de constamment s'adapter, de constamment être en évolution, et donc de vivre avec ce type d'organisation qui elle-même évolue, et de vivre dans un monde qui évolue. Et je trouve que aujourd'hui on parle souvent de la peur du changement et des problèmes que pose la rapidité des évolutions, mais quand on les prend sous l'angle de la curiosité et de la créativité, finalement c'est plutôt agréable de se dire que l'humain demain sera plus curieux et plus créatif. Moi je trouve que c'est plutôt beau. Et qu'il sera capable de plus s'adapter grâce à ça. En plus, la créativité au sein du collectif, ça permet aussi de se donner de l'identité. Donc, très bien. Voilà pour la curiosité. Est-ce que j'avais un dernier petit truc à vous dire là-dessus? Oui, c'est aussi quelque chose qui est déjà en train d'arriver. Il y a un très bon sociologue qui s'appelle Zygmunt Bauman, que je vous invite à lire, qui parle de société liquide. Il montre qu'on a de plus en plus... société liquide, oui, pour ceux qui veulent noter. On a de plus en plus ce besoin de vivre plusieurs vies dans une seule vie, d'avoir plusieurs jobs dans une seule vie, d'avoir plusieurs couples dans une seule vie. Et il montre que toutes les institutions sociales comme ça, qui avant duraient la vie, maintenant évoluent dans la vie. Et donc il manque plus qu'à ce que l'identité elle-même évolue avec ces évolutions de la vie. Et c'est déjà un peu le cas, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il a comme nouvelle compétence cet éco-humain? Pour ceux qui sont dans le monde de l'entreprise, à mon avis, ça ne va pas tant vous choquer que ça. Pour tout ce qui est de l'organisation autour du collectif et de pouvoir travailler dans des organisations décentralisées. Évidemment, la capacité à collaborer, puisque quand on travaille à plusieurs ou quand on se réalise à travers le collectif, il faut collaborer. L'autonomie, parce que quand on fonctionne en mode décentralisé, et ça c'est sûrement une des choses les plus difficiles à atteindre aujourd'hui, il faut être autonome. Du leadership pour donner envie aux gens de travailler avec soi. De l'empathie pour se mettre à la place des gens avec qui on travaille, avec qui on s'organise, de l'intelligence peut-être émotionnelle aussi, plutôt que rationnelle, qui nous permet de comprendre nos propres émotions et comprendre les émotions de l'autre, ce qui va aussi avec l'empathie. Et puis, au lieu d'un esprit d'analyse, peut-être plutôt un esprit de synthèse. Au lieu d'avoir une intelligence qui découpe les choses pour se spécialiser et les approfondir, une intelligence qui englobe, qui réunit les choses pour être capable de prendre en compte plusieurs points de vue, pour être capable de penser l'ensemble d'une organisation d'une façon plutôt synthétique, parce que de toute façon, la pensée analytique face à un réseau, on n'est pas capable. Et deuxième chose, c'est trop complexe. Et deuxième chose, par rapport à toutes ces notions de réinvention de l'intelligence, curiosité, créativité, les mots parlent d'eux-mêmes, hein, curiosité, créativité, capacité d'adaptation, et pour moi la plus grande compétence du XXIe siècle, apprendre à apprendre, donc la capacité à apprendre. Donc voilà, franchement, j'entends ça souvent dans les entreprises. Hein. Moi, ces compétences-là, c'est pas en soi, elles sont pas révolutionnaires. Mais on peut leur donner un fondement, comprendre pourquoi aujourd'hui elles apparaissent.
Et puis des nouveaux métiers, je vous ai promis qu'ils ne seraient pas digitaux, il va y avoir une multitude de nouveaux métiers digitaux, mais voilà quelques nouveaux métiers qui ne sont pas digitaux. Deux métiers qui on va dire, vont avec la notion de collectif. Le métier de connecteur, et j'ai un ami qui est connecteur et qui se fait payer pour ça aujourd'hui, donc on peut vraiment dire que c'est un métier. Lui, il connecte les gens de la communauté des designers, comme moi avec le Lyon Easy AI, je peux connecter les gens autour de l'intelligence artificielle, mais il se fait aussi payer pour connecter des gens qui ont des centres d'intérêt communs ou qui ont des complémentarités pour qu'ils puissent monter des projets ensemble. Et donc c'est faciliter dans des réseaux le fait de rencontrer des personnes pertinentes. Facilitateur, alors ça c'est le métier qu'on entend très souvent aujourd'hui dans les entreprises. On dit souvent que les managers se transforment en facilitateurs par exemple. Je pense que c'est vraiment une transformation très profonde des organisations. Si vous avez entendu ça dans votre organisation, c'est pas du marketing. C'est vraiment important, je pense, que ce changement de posture ait lieu. Le facilitateur, moi je dis de façon un peu pompeuse que c'est l'agent catalyseur de la transdisciplinarité. L'idée c'est de dire que quand on a plein de gens qui doivent fonctionner ensemble de façon autonome, et qu'il n'y a pas un agent de pouvoir qui leur dit quoi faire de façon descendante, comme pouvait l'être un manager avant et c'était légitime, ils vont avoir besoin d'un facilitateur qui est un profil un peu plus transversal, justement, qui a l'esprit synthétique et qui va leur permettre on va dire, de se comprendre. Imaginez que vous voulez faire travailler, ou que vous avez à travailler avec un comptable, un designer, deux développeurs, un anthropologue et un marketeur sur un projet un peu complexe. Ça va être difficile, avec les backgrounds techniques de chacun, les langages techniques de chacun, de bien se comprendre. Le facilitateur, ça va être la personne qui va, on va dire, mettre en ordre tout ça et faciliter la communication et le travail de groupe. Et puis, pour ce qui est de la curiosité et de la créativité, inspirateur, très important pour moi. L'inspiration, c'est pour moi de la connaissance liée à de l'émotion. C'est de la connaissance qu'on a envie de mobiliser pour aller plus loin. C'est une porte d'entrée sur la connaissance. Ça déclenche la curiosité, si on veut. Donc, pour moi, le métier d'inspirateur est en train vraiment d'arriver, et c'est pas pour rien non plus que TEDx a autant de succès aujourd'hui. On a besoin d'être inspiré pour être curieux et pour constamment découvrir toutes les nouveautés qui nous environnent toutes les 5 secondes. Et puis coach pédagogique, aujourd'hui on a des coachs sportifs qui nous aident à muscler notre corps et à nous motiver toute notre vie. Je pense que pour apprendre toute notre vie demain, puisque cette compétence, capacité à apprendre va être si importante, il nous faudra des coachs pédagogiques qui nous aiguillent pour apprendre les bonnes choses, qui nous motivent à apprendre, etc. Donc voilà des métiers qui peuvent être en voie d'apparition. Il y a des espèces en voie d'extinction, il y a des métiers en voie d'apparition. Est-ce que je peux faire une parenthèse en ton Bien sûr. Là-dessus, du coup, quelles nouvelles organisations pour l'éco-humain? J'ai déjà répondu, c'est juste pour reboucler la boucle. Des organisations collaboratives ou communautaires, quand on a des intérêts communs et que c'est facile de s'organiser ensemble parce qu'on avance tous dans le même but. Les DAO, et là je voulais vous poser le concept, c'est ce qu'on appelle des Decentralized Autonomous Organizations. C'est un type d'organisation qui commence à émerger grâce à ces 3 types de technologies que sont les réseaux, l'intelligence artificielle et surtout la blockchain pour les DAO. En tout cas, ça a émergé grâce à la blockchain, mais aussi historiquement parce qu'elle arrive à la fin. Et on commence à avoir ce type d'organisation qui existe. Je vous invite à aller voir par exemple BitNation, qui est une des plus grandes DAO au monde. C'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et l'objectif de cette DAO, c'est de créer une nation mondiale à travers les réseaux que chacun puisse rejoindre et dans lequel chacun puisse créer des espaces de loi à sa façon. Et ça a permis par exemple de donner à des réfugiés des abris en trouvant des personnes qui acceptaient de les accueillir. Donc il y a des très beaux projets de DAO et on en voit aussi émerger. Donc nous on travaille par exemple dessus, on réfléchit aux DAO pour les associations. Et l'avantage des DAO, c'est qu'avec tous les principes qu'on a dit, quand elles seront mûres, elles sont en train d'arriver doucement à maturité, quand elles seront mûres, on pourra sûrement s'organiser même en entreprise avec ces concepts-là. Et il y a quelques entreprises informatiques qui fonctionnent déjà comme ça, mais comme c'est encore un truc de geek, c'est plutôt des entreprises informatiques. Et je voulais finir, puisque là on parle de l'avenir, par montrer que l'avenir n'est pas l'ennemi du passé. Parce que moi je travaille avec plusieurs mutualistes professionnellement, et j'ai toujours trouvé qu'ils avaient une maturité de fou sur la décentralisation. Et en fait, j'ai compris tout simplement que c'était leur ADN. Et il y a une espèce, à mon avis, il va y avoir un renouveau, une réinvention du mutualisme à travers ces technologies-là. C'est des gens qui sont contents. Et j'ai trouvé, voilà, le mutualiste, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est par exemple une assurance mutualiste. Quand vous achetez une assurance chez cet assureur, vous détenez une petite partie de la boîte. Donc c'est une décentralisation de la propriété. On mutualise nos moyens
Et donc tout le monde possède une petite partie de l'organisation. Donc il y avait déjà cette idée de la décentralisation pour s'organiser ensemble, sans forcément mettre les clés dans les mains des autres. Et à mon avis, voilà, il y a une possibilité à travers tout ça de réinventer le mutualisme. Bref, c'était plus pour aussi le trait d'esprit de reboucler avec le passé, parce que c'est une remarque que je m'étais faite. Je conclus, un autre travail est possible. Si on prend acte des grandes révolutions informationnelles récentes, et les trois plus importantes pour le travail sont les réseaux, l'intelligence artificielle et la blockchain, on a vraiment les trois briques pour s'organiser différemment. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un rêve de vraiment révolutionner les organisations comme jamais on les a révolutionnées dans l'histoire. Je ne sais pas si ça va marcher pour tout le monde. C'est évident que non, c'est une transition et il va y avoir plein d'à-coups. Mais pour moi, il faut expérimenter absolument ces formats de décentralisation, ces formats d'automatisation de certains processus organisationnels eux-mêmes, etc. Et à côté de ça, il faut évoluer, à mon avis, en tant qu'humain pour être capable de vivre dans ces organisations et de s'y retrouver. Et puis aussi de continuer à se sentir digne à côté des algorithmes d'IA qui parfois peuvent faire peur et réveiller les fantasmes. Donc apprenons à être curieux, créatifs, à se définir par le collectif, etc. Voilà, je vous remercie. Est-ce que j'ai le temps de prendre une petite question? Oui? Une question ou une remarque, hein, vu que c'est assez prospectif, que c'est assez riche, dense, et qu'il y a un certain nombre d'idées aussi qui sont à moi, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord et de me le dire, je le prends volontiers, moi ça m'aide à améliorer, donc n'hésitez pas. Essai-erreur, comme les IA. Oui. Dans tes grandes révolutions, là, les trois dernières, elles sont hyper récentes. Oui. Est-ce que ça veut dire que la quatrième, la cinquième qui va arriver, elles arriveront dans les 2 ans qui viennent? Inch'Allah. Déjà, j'essaye de faire de la prospective sur les trucs du présent en essayant de les extrapoler. Je peux pas faire de la prospective sur les trucs d'avenir, on peut pas extrapoler l'avenir, ça devient compliqué. Donc, si on entend déjà des petites choses, par exemple, la blockchain, elle a des limitations très fortes, donc on commence à entendre parler de Tangle, de Hgraph, qui sont un peu la V2 de la blockchain, qui sont non plus une chaîne de blocs, mais un réseau de blocs, donc on retrouve aussi cette notion de réseau, et qui permettrait de dépasser un peu ces limitations. Donc il y a des chances qu'il y ait à l'intérieur de ces technologies des nouvelles révolutions, mais je pense qu'on a 3 briques très fondamentales. Après, il y a aussi, on parle des NBIC, donc il y a les révolutions nano-biotechnologiques, mais qui intègrent des notions informationnelles, mais qui, à mon avis, vont apporter d'autres types de révolutions que celles que j'explique. Ce ne sont pas forcément des révolutions organisationnelles, mais peut-être plutôt des révolutions organiques de notre corps. Voilà. Donc pour moi, c'est d'autres types de révolutions. Après, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont apparaître dans les 5 prochaines années? Sûrement, et je ne sais pas ce qui se passe dans les labos des grands du web ou des labos publics d'IA ou d'informatique, etc. Mais tu avais peut-être une, toi, à proposer? Tu pensais à quelque chose, non? Oui. Est-ce que tu peux apporter un éclairage sur les boîtes noires? Oui, très rapidement. Alors, bon, les boîtes noires, c'est des boîtes qui sont... Non, ça revient un peu à ce que je disais de ces algorithmes et intelligence artificielle qui sont capables de traiter une plus grande complexité que ce que l'être humain est capable d'aborder. On a des algorithmes, et notamment le deep learning, qu'on code dans un premier temps. On code une structure d'algorithme, une structure de réseau de neurones souvent, et quand on y fait passer des masses énormes de données, il se passe tellement de choses dans la reconfiguration constante du réseau qui apprend que le résultat qu'il nous donne, on n'est pas capable de remonter le chemin de l'information pour comprendre comment l'algorithme a produit ce résultat. Donc on dit que l'algorithme est une boîte noire parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passe à l'intérieur. Et ça pose des gros problèmes éthiques aujourd'hui. On est encore, et c'est toujours cette conception un peu du contrôle, comme dans une organisation, il faudrait exactement savoir tout ce qui s'y passe pour faire confiance aux résultats. À mon avis, le problème de la boîte noire, il doit être traité d'une façon éthique parce que économiquement, il peut être utilisé pour des choses qui posent problème. Si on ne comprend pas les résultats d'une IA, par exemple, une IA qui fait de la justice, ça va poser des problèmes dans certains domaines, voilà. Mais il ne faut pas que ça soit une limitation. Pour moi, on va forcément aboutir à des algorithmes boîte noire si on veut avancer dans ce sens vis-à-vis des organisations. Donc ça pose des problèmes éthiques qu'il faut traiter pour cadrer les choses, mais pour moi c'est une nécessité. On va dans un monde où l'information sera à un niveau trop haut pour l'être humain, et il faudra qu'on ait des intermédiaires algorithmiques pour la traiter. Donc, ça répond à ta question? Oui. Une dernière et puis je passe la... Oui.
Tu disais au début que les perdants finalement aux États-Unis, là, ce sont les classes moyennes qui se voient déposséder des jobs. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tout ce que tu décris, ce que tu as décrit, ne va pas conduire finalement à une aggravation de cette dépossession des classes moyennes? Et finalement, malheureusement, est-ce que tu restes optimiste, toi, en clair? C'est quand même une des valeurs de l'assaut, donc j'ai intérêt. Bien sûr que je reste optimiste, et tout ce qui est de grand dans ce monde a été réalisé par des gens optimistes. Si on est pessimiste, on arrête tout, et c'est clairement pas comme ça qu'on va aller dans le bon sens, parce que les gens qui, eux, veulent uniquement se faire du pognon et creuser les inégalités, ils seront très optimistes sur leur capacité à le faire, donc ils vont avancer. Donc oui, c'est un énorme problème, les inégalités qui se creusent. J'ai tendance à dire que le fait que ça touche les classes moyennes, c'est plutôt heureux. À mon avis, c'est plus simple de faire transformer les métiers pour des classes moyennes que pour des classes plutôt ouvrières, qui forcément ont moins de qualifications et donc moins de facilité à se réinventer. Donc c'est finalement plutôt, je dirais, heureux que ça soit les classes moyennes qui soient avant tout touchées. Après, oui, en ce moment, quand on regarde les courbes de l'emploi, on voit que le fossé, pour l'instant, fait que se creuser. On n'a pas du tout un phénomène de résorption. Et moi, c'est aussi pour ça que j'essaye de montrer qu'il y a des nouveaux métiers et qu'il faut les penser comme des métiers et pas juste comme des amusements du dimanche. Que ce que je suis en train de faire là, ou que ce qu'on fait dans l'association, c'est pas uniquement du bénévolat pour boire des bières après, mais que ça fait vraiment partie d'un nouveau modèle de société qui est à inventer de toutes pièces, mais qui est une alternative dans laquelle on peut... Peut-être d'autres choses et d'autres métiers qu'on soupçonne peut-être pas. Tout à fait, j'espère. Une petite dernière? Juste pour confronter ces révolutions avec l'humain, je le conçois. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un esprit un peu plus large et parler de l'humanité en Oui. intégrant Oui. les animaux, la terre? Complètement. Et aujourd'hui, à l'aube de la 6e extinction de la biodiversité qui est annoncée, et qui est impactée par l'être humain, comment ces révolutions-là vont nous aider à éviter cette catastrophe? Alors, c'est une très bonne question. Il faudrait une autre conférence là-dessus et que j'y réfléchisse bien plus longtemps. En plus, je m'étais promis de mettre dans tous mes talks un petit point sur l'écologie, chose que je n'ai pas fait aujourd'hui, donc vous faites très bien de soulever cette question. Alors déjà, la première chose, c'est que à travers la notion d'information, il y a énormément d'humilité à avoir pour l'humain. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'a pas une spécificité, qu'il y a une continuité dans l'évolution du traitement de l'information et qu'on est simplement dans cette continuité-là. Et que par rapport au règne animal, on n'est pas en termes d'information spécialement plus... on traite de l'information à un niveau un peu plus complexe, mais c'est une continuité pure. Donc ça impose une humilité qui est déjà un bon réflexe pour l'écologie, je pense, et pour l'environnement. Après, il y a aussi la possibilité de, à travers, donc j'utilisais le mot noosphère tout à l'heure, à travers l'univers informationnel, de tout penser à travers l'information. L'information, c'est un concept qui est très unificateur. On a même des théories, par exemple en physique, ça s'appelle la physique numérique, qui commence à faire de la physique à partir de l'information et plus à partir de la matière. Donc c'est un concept très unificateur. Donc pour penser l'ensemble de notre biosphère et les écosystèmes de notre biosphère, je pense qu'avec l'information, on a un concept pertinent, puissant. Et puis enfin, en s'organisant de façon décentralisée, il y a une dépense d'énergie considérable qui n'est plus nécessaire. Toute l'énergie qui était nécessaire au contrôle, au pouvoir et à la centralisation. Et c'est une énergie qui peut être une énergie on va dire, calorique et l'énergie au sens... l'énergie extérieure, mais c'est aussi de l'énergie humaine, parce qu'on le sait en entreprise, l'énergie qui est dépensée par les différentes strates managériales pour faire courir des messages et jouer la politique, alors que c'est pas forcément ce qui les amuse le plus, je pense que certains peuvent entendre ce message, c'est aussi une énergie humaine qui est dépensée pour des choses où on se dit il y aurait quand même mieux à faire, quoi. On pourrait dépenser cette énergie de façon plus efficace. Donc voilà, des pistes de réflexion, mais il faudrait que je creuse plus. Merci pour cette ouverture. Et on va finir là-dessus, comme ça tout le monde pourra ensuite y réfléchir.